Eh bien, à mon tour de vous saluer toutes et tous. Bonjour. Bon, je tiens d'abord à vous remercier pour votre présence, pour votre intérêt sur cette thématique. Remercier Lucille Vidal aussi, le Carif OREF et puis le réseau O2R par rapport à l'invitation donc qui m'a été faite afin que je vienne vous parler donc de mes travaux de recherche en sociologie. On l'a pas dit encore, Mmh. donc je suis on vient d'un regard sociologique sur la question du sans-abrisme, et on définira un petit peu les termes ensemble si vous le souhaitez, euh, du sans-abrisme, du sans-domicilisme, c'est un peu un barbarisme, et puis d'ailleurs plus généralement de la précarité résidentielle. Bon, j'y reviendrai certainement à la fin de mon propos. Travaux que je mène depuis 8 ans, vous le voyez sur cette première slide. Bon, j'espère que ça pourra évidemment alimenter vos réflexions et vos actions sur le sujet en Occitanie et ailleurs. Bon, pour cet après-midi, je voudrais donc revenir avec vous sur la genèse de ces recherches, sur les méthodologies que j'ai mises en place. Vous verrez que ça partait d'une entrée assez originale en termes de méthodologie. Et puis évidemment, vous présenter quelques résultats qui ressortent de ces travaux et puis qui conduisent, je crois, à percevoir la question SDF. C'est comme ça que Julien Damon, un sociologue qui fait autorité sur le sujet, appelle donc cette question SDF, peut-être percevoir donc le sujet sous un jour relativement nouveau. Il existe en effet un certain nombre d'idées reçues sur les SDF. Pour l'instant, je parle de SDF. C'est vraiment une catégorie générique, médiatique, de sens commun. Vous verrez qu'au fur et à mesure, j'ai plutôt tendance à parler des sans-abri au sens propre, des sans-domicile plus largement, ou alors des gens de la rue, pour embrasser ces deux catégories. En tout cas, il y a un certain nombre d'idées reçues sur les SDF qu'il convient évidemment de déconstruire pour mieux appréhender cette réalité. On verra notamment, au fur et à mesure de mon propos, à quel point les gens de la rue se sont diversifiés durant ces 20 dernières années, peut-être un peu plus d'ailleurs, mais aussi comment se structure ce que j'appelle désormais le monde de la rue, tant donc c'est le monde de la rue qui comprend en fait des personnes sans domicile ou sans abri au sens propre, mais pas uniquement. Euh, on verra qu'elles sont en interaction avec un certain nombre d'autres publics, d'autres personnes, d'autres gens qui rencontrent d'autres problématiques. Mais finalement, il y a tout un monde social comme ça, notamment dans les centres-villes, mais pas uniquement, qui permet finalement de questionner l'expérience de la survie sans se focaliser uniquement sur ce public qui est spécifiquement sans domicile. Et évidemment, ça conditionne l'expérience du sans-abrisme, c'est-à-dire le fait d'être sans abri. Structuration donc de cette expérience d'un monde social à 4 niveaux. Je vous le dis tout de suite, mais évidemment, je vais y revenir petit à petit et détailler ce que j'entends par là. D'abord sur le plan spatial et temporel. L'expérience, l'expérience de la survie, l'expérience du sans-abrisme, elle est structurée, organisée sur le plan spatial et temporel. Elle l'est aussi sur le plan relationnel ou interactionnel. Voilà, il y a des interactions, il y a des relations, ça se fait pas n'importe comment. Et puis quatrièmement, donc spatial, temporel, relationnel ou interactionnel, et sur le plan moral, sur le plan des règles, des normes et des valeurs qui ont cours dans ce monde-là, à travers cette expérience-là, et qui permettent finalement d'y voir un petit peu plus clair sur les choix, euh, souvent des choix contraints, hein, en tout cas sur les décisions, sur les comportements, sur les choix qui sont opérés par des gens qui sont en situation de rue, euh, et dont on peut, si on n'adopte pas cette compréhension, euh, vous le verrez, compréhension qui est issue d'un regard sur leur quotidien, on peut se tromper finalement, on peut mésinterpréter euh, leur choix, notamment leur choix de ne pas recourir à certains services qu'on leur propose. Enfin, j'y reviendrai. Pour ce faire, je vais essayer de faire vivre un petit peu mon propos. Je vais prendre des exemples de situations révélatrices que j'ai vécues sur le terrain, parce que j'ai enquêté, je vais y venir à la manière d'un anthropologue, en allant sur le terrain en profondeur, auprès des personnes sans abri. Et puis, je conclurai mon propos en avançant, hein, en abordant évidemment non plus seulement la connaissance du sans-abrisme en situation et du point de vue des gens de la rue, mais peut-être des choses qui vous intéressent plus. Et là, on a eu un bel exposé introductif de Madame Pardo à la DRETS, en abordant donc des modalités d'action, des politiques finalement qui se dégagent potentiellement
de cette compréhension du monde de la rue, et puis plus particulièrement de la frange la plus marginalisée des membres du monde de la rue. Voilà, l'enjeu là, c'est que je vous dise un petit peu d'où je parle, d'où je pars aussi, quelles sont les recherches que j'ai menées depuis plusieurs années. Là, vous avez voilà, quatre périodes en fait, et je vais les raconter. C'est aussi pour expliquer, c'est pas seulement pour vous présenter mon CV, c'est aussi pour montrer comment on peut rentrer dans la question SDF de différentes manières. On est en 2016. Et peu après avoir soutenu mon doctorat de sociologie, j'ai été approché par l'association ARS en Lorraine, à Nancy plus précisément. Alors, c'est pas l'Agence régionale de santé, c'est l'association Accueil et réinsertion sociale. Ça pose plein de confusion dans notre département, vous en doutez. En tout cas, c'est l'ASSO, ARS, qui m'ont approché, donc, ont approché l'université pour effectuer un diagnostic de la situation locale, de ce qu'ils appellent l'errance urbaine. Et vous voyez que ce terme d'errance, là, il apparaît encore en 2023-2024, je vais y venir. On parle souvent de l'errance. Bon, je vais déconstruire cette idée-là. Pour moi, elle ne rend pas justice à la réalité. Diagnostic, donc, de la situation locale de l'errance urbaine à Nancy, en partenariat avec l'ADETS de Meurthe-et-Moselle, qui est encore la DDCS d'ailleurs à ce moment-là, les collectivités locales, etc. Bon. L'objectif, c'était d'analyser les évolutions des publics qui fréquentent les dispositifs d'urgence sociale. On se situe bien au niveau de l'urgence sociale, là, c'est-à-dire l'accueil de jour, le SAMU social, le numéro 115, les centres d'hébergement d'urgence, etc. Tout ça en partant des constats spontanés, quoique experts, hein, des travailleurs sociaux, qui faisaient état à ce moment-là de difficultés rencontrées pour accompagner des publics qui seraient a priori, hein, je dis bien a priori, de leur point de vue, du point de vue des pros et de leur constat plutôt spontané, publics qui seraient de plus en plus jeunes, de plus en plus féminins, de plus en plus en proie à des pratiques de polytoxicomanie ou à des troubles comportementaux afférents, hein, bien souvent. Et finalement, on est loin là de l'ancienne figure des clochards, avec des guillemets, qui a été finement analysée. Vous connaissez peut-être cet ouvrage de Patrick de Clercq dans les années 90, avec son best-seller qui est sorti, qui s'appelait Les Naufragés en 2001. En fait, c'est sur la question de l'urgence sociale, chronique et durable. On parle d'urgence sociale, chronique et durable, que c'est progressivement focalisé mes premiers travaux. Ça correspond en fait à un peu moins de 20% des usagers de l'accueil de jour à Nancy. Des personnes qui reviennent dans les services d'urgence pendant plusieurs années sous la forme d'une urgence qui se répète ou d'un temporaire qui dure. C'est des expressions un petit peu oxymoriques comme ça, qu'on doit à Édouard Gardella, l'un de mes collègues. Alors, je distillerai un petit peu mon intervention de différents noms de chercheurs et de chercheuses. Je pourrais éventuellement vous en faire une liste à la fin si vous le souhaitez. Voilà, des références pour aller plus loin et évidemment pas vous appuyer que sur mes travaux. Normalement, vous aurez une slide aussi avec mes écrits personnels. Voilà, j'ai parlé de Julien Damon, d'Édouard Gardella pour l'instant, et puis on verra Pascal Pichon tout à l'heure, Corinne Lanzarini. Bon. En somme, il s'agissait de réfléchir aux différentes logiques de recours, mais aussi de non-recours euh, aux services sociaux d'urgence, tout en cherchant, après ou dans un deuxième temps de l'étude, à proposer des pistes d'action pour adapter les dispositifs à ces publics dont on peut dire qu'ils sont récalcitrants ou du moins méfiants, si ce n'est défiants, face à l'offre traditionnelle d'assistance. C'est ainsi qu'entre 2017 et 2019, vous le voyez à gauche sur la slide, avec l'Université de Lorraine à ce moment-là, il y a une première recherche qui s'est montée à partir d'une méthode par immersion ethnographique dans le monde de la rue. Je voudrais vous en dire un mot. Il s'agissait en fait à ce moment-là d'étudier l'envers du décor, les coulisses de la vie sans-abri au quotidien, euh, avec l'objectif d'accéder progressivement par cette méthode aux sphères d'intimité qui favoriseraient l'expression d'une parole plus libre et de comportements cachés ou inavoués devant les travailleurs sociaux. Je m'étais aperçu en fait que la majorité de mes collègues en France qui travaillent sur le sans-abrisme, le plus souvent, soit ils interrogeaient uniquement des professionnels pour avoir un point de vue sur la question du sans-abrisme, mais plutôt un point de vue informé par les politiques sociales et les pratiques d'intervention, soit ils interrogeaient des gens concernés, mais ils allaient les rencontrer dans les services sociaux, en étant, en tant que chercheur ou chercheuse, identifiés, présentés, introduits par les professionnels. Ce qui, à mon avis, introduit des biais non négligeables.
Je vais y venir, mais si vous voulez, les gens à qui on peut s'adresser sont dans des situations telles euh, qu'ils vont moduler leur discours, moduler ce qu'ils vont dire, moduler leur comportement aussi quand ils sont dans un contexte institutionnel, et ils vont avoir d'autres discours et d'autres pratiques quand ils sont dans leur milieu de vie naturel, je dirais. Alors, ça paraît bizarre dit comme ça, mais ça renvoie à l'expression de la tradition de l'école de Chicago en sociologie, c'est-à-dire dans leur vie quotidienne, dans leur milieu de vie ordinaire, et qui n'est pas forcément institutionnel, qui est plutôt celui de l'espace public, là, en l'absence de logement, et entre pairs, hein, P-A-I-R-S. Donc méthodologiquement, l'enjeu, c'était de pouvoir se familiariser avec les personnes rencontrées, les familiariser avec moi aussi, participer à leurs activités au quotidien, et puis accéder quelque peu à leur vie privée, à leur intimité, mais surtout à ce qu'on peut appeler leur réflexivité, leur subjectivité, c'est-à-dire pouvoir saisir ce qui fait sens pour ces personnes, comment elles se construisent identitairement à travers cette épreuve, qui est quand même pas une épreuve banale, hein, comment elles perçoivent leur avenir, ou encore ce qu'elles pensent d'elles-mêmes, mais aussi et peut-être surtout ce qu'elles pensent des dispositifs d'urgence sociale mis en place pour eux, pour elles, à leur destination, et parfois qu'elles ont tendance à fuir, ou en tout cas à fréquenter de manière très parcimonieuse. Donc, compte tenu de ces objectifs de recherche et puis de la sensibilité du public, l'immersion ethnographique dont je parle, elle s'avérait indispensable pour saisir d'une part, les logiques d'action collective, je vais y revenir, euh, qu'on peut reconstituer comme ça en suivant ces personnes dans leur vie quotidienne, logique d'action collective de la survie, mais aussi les dynamiques identitaires plus individuelles de ceux et celles que j'appelle donc mes informateurs. C'est le nom qu'on leur donne dans la tradition ethnographique. Ça peut faire bizarre aussi, ce terme d'informateur. C'est mes enquêtés, en fait, les personnes étudiées, quoi. Tout ça en croisant deux types de données, deux natures de données, des observations pratiques en situation, c'est-à-dire des comportements qu'on peut voir, qu'on peut observer, et puis parallèlement des propos, du discours qui est recueilli lors de discussions informelles en situation ou dans des entretiens plus formels enregistrés, comme on le fait traditionnellement dans les enquêtes sociologiques. Ou autrement dit, donc, l'enjeu, c'est de croiser ce qui est de l'ordre du faire et ce qui est de l'ordre du dire. Parce que, mais ça vaut pour les publics sans abri ou sans domicile, mais ça vaut pour vous et moi aussi, entre ce qu'on dit et ce qu'on fait, il y a toujours un écart. Peut-être que ça vaut d'autant plus pour les personnes en situation de rue, compte tenu des choses qu'elles pourraient avoir à cacher, ou des choses qui nécessairement, pour fonctionner hein, psychologiquement, elles peuvent avoir à se voiler la face aussi, à se mentir un petit peu à elles-mêmes parfois, si bien que entre ce qui est dit et ce qui est fait, euh, l'observation, là, elle a un pouvoir, il me semble, assez fort, ça permet de ne pas s'en tenir qu'au discours. Bon. Plus concrètement encore, entre septembre 2017 et avril 2018, j'ai passé 8 mois dans la rue, quasiment au quotidien, de manière intensive, en me présentant comme écrivain, comme étudiant, comme écrivain, puis progressivement comme sociologue. Il ne s'agissait pas d'écrire un roman, hein, évidemment, mais bon, voilà, j'ai pas voulu parler de sociologie tout de suite, parce que, et d'ailleurs j'ai eu raison, en fait, dans la rue, les logs, comme ils disent, les psychologues, les sociologues, les ergologues, tout ce que vous voulez, ils sont regardés avec un œil un petit peu de la méfiance, disant qu'un des institutions. Le terme d'écrivain et d'étudiant me paraissait plus accessible au départ. 8 mois au quotidien, en partant de la rue, je le disais, et des gens qui s'y trouvaient, notamment à la Manche, et non en partant des structures et des professionnels. Je ne voulais pas être assimilé à un travailleur social, je vous ai expliqué pourquoi. D'autant que j'ai jamais été travailleur social d'ailleurs. Ça représente au fond finalement plusieurs centaines d'heures passées dans la rue et ses extensions. Au bout de quelques mois, j'étais en mesure de faire des entretiens approfondis avec une cinquantaine de personnes. Donc là, je sortais le magnéto et je faisais une vraie interview. Mais ça, au bout de 2, 3, 4 mois de fréquentation quotidienne, et puis j'avais rencontré en fait près de 200 personnes sur qui je compilais des informations, et j'en avais suivi au quotidien presque une centaine. Donc j'ai fréquenté et utilisé des places publiques, le hall de la gare, des parkings souterrains, des squats, des foyers d'hébergement, des lieux d'accueil et de distribution de repas, ou encore des centres de réduction des risques liés aux addictions, à des CARUD, euh, mais en tant qu'usager, si vous m'avez suivi. Tout ça donc en faisant la manche, en participant aussi aux activités ordinaires des gens de la rue, de jour comme de nuit. Du moins, j'aime bien le préciser dans un sourire, je participais aux activités légales, hein, puisqu'il m'a été donné de voir et d'être à proximité d'activités illégales. Évidemment, je me gardais bien d'y prendre part, quand même une certaine éthique là à avoir.
Bon, à ce stade, mon regard, il s'était principalement porté sur les gens de la rue et convenait à la suite de ce premier travail d'appréhender d'autres dimensions de l'expérience du sans-abrisme et notamment en intégrant l'analyse des dispositifs d'assistance et celle des pratiques et des discours des travailleurs sociaux. C'est ce que j'ai pu faire en 2020, 2022. Vous le voyez, c'est le deuxième rapport que j'ai rendu toujours avec les mêmes acteurs institutionnels, alors l'État, les collectivités locales, les associations du secteur AHI et l'université que je représentais. À l'université de Bourgogne, désormais, bon, j'ai suivi mon directeur de thèse qui avait changé de tutelle. Euh, et là, il s'agissait de s'intéresser aux formes que prennent les relations d'aide et de soins. Madame Pardo, on a l'a abordé tout à l'heure. Je vais assez peu en parler finalement de la thématique du corps et de la santé. On pourra y revenir tout à l'heure si vous le voulez. Mais je me suis quand même intéressé là dans des services médico-sociaux à la question évidemment du rapport au corps et à la santé des personnes sans domicile et des modalités de soins qu'on peut leur apporter compte tenu de leur rapport spécifique à la santé et au corps. Donc en 2021, j'ai passé 3 mois toujours avec la même méthode ethnographique, mais ce coup-ci en étant identifié comme faisant partie de l'équipe professionnelle en fait. Hein. J'étais plus en immersion dans les services. Dans des LAM et LHSS, ça vous parle peut-être pas, ce sont les LAM, c'est les lits d'accueil médicalisés, et les LHSS, c'est les lits halte soins santé. Grosso modo, c'est l'hôpital pour les SDF. Euh, où j'ai passé donc 3 mois auprès des équipes professionnelles et auprès des personnes accueillies, hébergées, soignées. Et puis en 2022, je vous en parlerai certainement tout à l'heure, j'ai continué de m'intéresser aux pratiques professionnelles d'intervention euh, en retournant à l'accueil de jour, mais du point de vue des professionnels cette fois, mais aussi en m'intéressant pendant 3 mois, et là j'ai dormi au sein du village d'insertion, un dispositif expérimental qui venait d'être monté à la suite du premier rapport. D'ailleurs, c'était l'une des préconisations du rapport de 2019, hébergement expérimental à destination des personnes en grande marginalité, avec des guillemets ici, euh, au sein duquel donc j'ai continué d'enquêter. J'observais sur tous ces terrains les multiples modalités interactionnelles qui façonnent la relation d'aide et de soins, plus ou moins à proximité, plus ou moins dans l'ordre de l'accompagnement social ou dans l'ordre de l'accompagnement médical, sachant qu'il y a des difficultés parfois à concilier les deux. Tout ça en intégrant, je le disais, la thématique du corps et de la santé des personnes sans abri, celle du sens que les professionnels, travailleurs sociaux, médicaux, paramédicaux, accordent à leur métier, celle de leur posture professionnelle, euh, selon l'expression consacrée hein, dans le champ du travail social. On pourra en reparler tout à l'heure si vous le souhaitez, mais voilà, il y a plusieurs publications scientifiques qui rendent compte de ces travaux, et puis deux ouvrages, dont un qui est récemment paru, vous les aurez en indication tout à l'heure. J'avance. Plus récemment encore, on est en 2023-2024, j'ai bossé pour la municipalité de Nancy à mon corps défendant. Enfin, ça n'a pas été facile. Là, j'étais plus en tant que chercheur, j'étais en tant que chef de projet au CCAS de Nancy, Centre communal d'action sociale. Voilà, ça a été une expérience formatrice. Je dis souvent à mes étudiants, quand vous dites que c'est une expérience formatrice, c'est que, enfin, quand une expérience s'est mal passée, dites que c'était une expérience formatrice. Là, en l'occurrence, ça a été difficile pour moi de développer le regard de la recherche dans un monde très politique et très hiérarchisé, où il s'agissait pas de réfléchir, il s'agissait d'exécuter. Et d'exécuter, en l'occurrence, un plan, le plan Errance, bon, qui avait pour vocation d'apporter un certain nombre de réponses, à la fois sociales, sanitaires et sécuritaires, on va pas se le cacher, aux problèmes que pose à Nancy, mais dans toutes les villes moyennes et dans les grandes villes françaises, problèmes que pose et que rencontrent d'ailleurs aussi des groupes marginalisés dans des points bien identifiés de la ville. Vous me voyez venir, souvent c'est les devantures de supermarchés, la place de la gare, des coins, voilà, on sait un petit peu dans nos villes respectives où il y a des groupes de gens qui sont identifiés comme des punks à chiens, qu'on va catégoriser comme des sans-abri spontanément, mais qui en réalité ne le sont pas nécessairement. J'ai remarqué ce qui fait le point commun entre ces groupes-là, c'est plutôt l'expérience carcérale. Alors, il y a évidemment des sans-abri, c'est pour ça que je parle de monde de la rue. Évidemment des sans-abri dans ces groupes-là, mais il y a aussi tout un tas de gens qui sortent de prison ou qui sont passés en prison, qui tiennent des petits trafics, qui tiennent le pavé, comme on dit, qui sont un petit peu je parlerai de hiérarchie tout à l'heure dans le monde de la rue, qui sont un peu les dominants dans le monde de la rue et qui utilisent les plus vulnérables ou les plus pauvres, l'un n'allant pas toujours avec l'autre, pour mener leur petit trafic ou pour simplement avoir des clients ou des petits revendeurs
ou simplement avoir de la sociabilité. Enfin voilà, c'est tout un petit monde social. Voilà, groupe considéré comme anxiogène, qui cause des nuisances publiques, des troubles à l'ordre public, tout ça avec des guillemets, et qui suppose donc une intervention plurielle de la puissance publique, après le ras-le-bol des riverains, des responsables de la gare, des usagers de la gare aussi, puis des commerçants, évidemment. Bon, ça pose des questions en termes de cohabitation. Et puis depuis bientôt un an, je vous rassure, j'en viens au concret des résultats de recherche et de la question SDF. Depuis bientôt un an, je travaille au sein de l'IRTS de Lorraine, à la préfiguration d'un observatoire du sans-abrisme et de la précarité résidentielle. Et on a fait, vous le voyez sur la slide, une étude sur le déploiement de la politique du logement d'abord, dont parlait Madame Pardo tout à l'heure, à Nancy, à l'échelle de la métropole, cette politique. Et bon, voilà, je pourrais vous en reparler tout à l'heure sur les enjeux, si vous voulez, de cet éventuel observatoire qui aura du mal à voir le jour compte tenu de la situation budgétaire actuelle. Mais c'est dans un tiroir. Peut-être qu'on réouvrira le tiroir un jour. Et puis, si je dirais quelques mots aussi de ce qu'on peut dire du logement d'abord aujourd'hui, qui est une belle politique. Madame de Ladresse nous en a dit quelques mots tout à l'heure sur les objectifs et sur la philosophie de la politique du logement d'abord. Et quand on va y voir de plus près sur la manière dont elle se met en place, il y a des choses très bien et il y a des choses finalement qui s'amenuisent. On perd un petit peu l'esprit de cette politique finalement en renforçant un petit peu simplement l'existant, tout en disant politiquement on fait du logement d'abord, c'est génial. Bon, et c'est tout l'intérêt là de la sociologie que d'aller évaluer un petit peu d'une certaine manière ce qui se fait en termes de politique sociale. Voilà, si j'ai été clair, vous aurez saisi que mes travaux, mon regard, opère finalement deux types de déplacements au fur et à mesure du temps. Un déplacement du côté et du point de vue des sans-abri, que j'ai essayé de comprendre dans leur situation et à partir de leur point de vue, vers le point de vue et le côté des professionnels intervenant dans toute leur diversité. Et puis un déplacement aussi, quelque part, de la recherche fondamentale, où il s'agissait au départ de produire de la connaissance, et puis on a dégagé des pistes d'action, et puis progressivement il s'est agi, c'est tout l'enjeu d'un observatoire, c'est de mixer ces deux possibilités, de faire de la recherche-action et d'être non plus dans la recherche fondamentale, mais dans la recherche appliquée, voire même à certains égards dans la mise en œuvre concrète de projets. Voilà, deux types de déplacements. Bon, je vous propose, comme promis, désormais de m'arrêter sur les résultats des enquêtes dont je viens de vous parler trop rapidement, à commencer par voilà, c'est oui, on peut passer, je pense, Lucille, celle-ci, c'était. Voilà. Avant de rentrer dans le monde de la rue par l'immersion, il faut quand même qu'on se pose la question de quoi on parle. Et avec cette slide, je vous invite à un petit recadrage. On peut déjà constater que depuis 2001, il y a eu, c'est la première enquête de l'INSEE et de l'INED, les enquêtes SD pour sans domicile, puisqu'on fait des recensements, vous le savez, les recensements de la population tous les 15-20 ans de mémoire. Mais on s'est tardivement, finalement, on s'est dit, mais vu qu'on le fait par porte à porte, à quel moment on va compter les sans domicile? Donc il y a eu une enquête spécifique pour préciser finalement le recensement de la population nationale et mieux connaître cette population sans domicile. En 2001, on arrive à 86 000 personnes qu'on a comptabilisées comme sans domicile dès lors qu'elles avaient utilisé un service d'hébergement ou un service alimentaire la veille du jour, enfin le jour précédent l'enquête, quoi. Puisque si vous voulez, les situations de sans domicile sont tellement transitoires que c'est compliqué quand même de dire, voilà, il y a tant de SDF, c'est à un moment T, mais ça bouge. Il y a des gens qui vont arriver, il y a des gens qui vont en sortir. Bon, donc c'est les statistiques, on leur limite. Là, 86 000 personnes. En 2012, c'est pas sur la diapo, deuxième enquête SD de l'INSEE et de l'INED, on est à 143 000 personnes. Quasiment x2, hein, un peu moins. Quasiment plus 100% en 10 ans, grosso modo. 143 000 personnes en 2012. En 2020, et en fait maintenant on est même en 2025 et on a des estimations, la troisième enquête de l'INSEE et de l'INED, elle va sortir en 2026. Là, elle vient d'être menée en 2025, les résultats vont paraître en 2026. Donc on aura des chiffres bien plus précis, mais en 2020 on estimait à 300 000, en 2025 on estime déjà à 330, 350 000 personnes sans domicile.
toujours en comptabilisant, je vous le disais, les personnes qui fréquentent les services de distribution alimentaire réservés aux personnes sans domicile ou évidemment les centres d'hébergement. C'est pas neutre parce que vous le voyez en dessous, et c'est peut-être énigmatique pour l'instant, mais ça, parmi 300, allez, on va dire 350 000 en 2025, il y a 10-15% de sans-abri au sens propre. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? En fait, la grande majorité des personnes qui sont sans domicile, qui sont SDF, Madame disait tout à l'heure en Occitanie, 11 000 personnes. En fait, elle disait 11 000 places d'hébergement. Ça veut dire un minima 11 000 sans domicile. Mais la grande majorité sont hébergés, ils ont un toit, ils ont une chambre, ils ont une porte. Ils ne sont pas sans abri, ils ne sont pas à la rue. Ils sont, en fait, ils gravitent dans le circuit de l'hébergement social. Pour 80-85% des personnes sans domicile. Et seulement 10 à 15% des personnes sans domicile peuvent être considérées comme sans abri au sens propre dans la mesure où elles dorment le plus souvent dans des lieux non prévus pour l'habitation. C'est encore une nomenclature de l'INSEE, des lieux non prévus pour l'habitation, c'est-à-dire des tentes, des parkings souterrains, dans le métro, dans des squats insalubres, dans des cages d'escalier, dans des halls d'immeubles, et parfois, vous le savez, à même la rue, sur un bout de trottoir, quoi. Voilà. Là, maintenant, vous serez en mesure de distinguer rigoureusement, et j'en profite puisqu'elle est partie, mais Madame Pardo, tout à l'heure, à certains moments, elle a mélangé sans-abri et sans domicile. Il faut qu'on soit clair, c'est aussi le but de la recherche universitaire, c'est de venir, si vous voulez, borner, redéfinir les termes qu'on emploie pour avoir un langage précis, pour désigner des réalités précises. Donc, quand on parle de sans-abri, et ça va être mon cas désormais, on ne parle pas des sans-domicile au sens large. On parle des sans-abri au sens propre, sinon je dirais les sans-domicile. Et la réalité, si vous voulez, ça joue forcément sur le taux de toxicomanie, le taux de prévalence de troubles psychiatriques, le taux de prévalence de l'expérience carcérale parmi les personnes sans-abri. Il est plus élevé, voire beaucoup plus élevé, que parmi les personnes sans domicile au sens large. Bon, c'est des petites nuances que vous retrouverez dans mon ouvrage qui s'appelle Idées reçues sur les SDF, où finalement, sur chaque idée reçue dont je traite, je montre bien la différence qu'il peut y avoir. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Ça dépend souvent si on s'intéresse aux sans-abri ou si on considère les sans-domicile au sens large. Bon, vous allez me dire, c'est énorme. Enfin, vous pensez, vous n'allez pas me le dire parce que je vous entends pas, mais vous pourriez l'écrire, ou alors vous pouvez penser dans votre tête, peut-être là, c'est énorme quand même. En 20 ans, on passe de 86 000 à 350 000 en 20-25 ans. Comment ça se fait? D'où ça vient? Comment c'est possible? Bon, on le sait, hein, les médias en parlent suffisamment, quoi qu'on a toujours l'impression qu'ils redécouvrent l'eau chaude. Il y a encore un truc hier, les médias, oh, c'est dingue, les inégalités augmentent, les riches sont de plus en plus riches, les pauvres sont de plus en plus pauvres. Ça fait 30 ans qu'on le sait, hein. Mais les médias sont tellement dans leur boucle de l'actu quotidienne qu'ils redécouvrent des réalités qui sont prouvées, démontrées depuis des années et des années. Bon. 5 grands, vous les voyez, hein, donc je vais ne faire que les expliciter un petit peu. 5 grandes dynamiques structurelles, 5 évolutions qui fonctionnent comme des lames de fond, euh, c'est-à-dire si vous voulez, des effets qui vont jouer sur l'augmentation du nombre de sans-domicile au long cours, hein, sur les 20-30 dernières années. D'abord, l'avènement du néo-capitalisme et, à la limite, ça, c'est qu'une politique, mais ce qui pose question, c'est, en tout cas, ce qui a des conséquences directes, c'est l'effritement du modèle social qui va avec le modèle néo-capitaliste et néolibéral. On le voit avec le nombre de réformes de l'assurance chômage, de la sécurité sociale en règle générale, du RSA plus récemment, etc., etc. Donc évidemment, à ce niveau-là, les populations les plus fragiles sont moins bien protégées au fur et à mesure du temps. Deuxièmement, il y a eu une certaine désinstitutionnalisation de la psychiatrie, c'est-à-dire que partant d'une idée qui pouvait s'avérer humaniste au départ, qui nous venait des États-Unis, on a voulu critiquer dans les années 70-80 aux États-Unis, puis évidemment toujours 10-15 ans plus tard chez nous, l'enfermement psychiatrique. Et parce qu'effectivement, il y avait des traitements inhumains avec des personnes qui étaient placées sous camisole chimique, donc médicamenteuse, ou sous camisole physique, hein, dans des conditions de traitement assez inhumaines qu'on a critiquées.
Et puis, désormais, on parle de politique inclusive, ce qui a l'air toujours très positif. La réalité, c'est aussi qu'il y a un certain nombre de personnes. Alors, l'État, je vais un peu vite en besogne, mais l'État néolibéral et l'effritement du modèle social y ont vu un intérêt. La possibilité de dire, ah, vous voulez qu'on soit plus humain, très bien, on va faire de l'inclusion, et les gens, ils vont se soigner chez eux. Ça nous coûtera moins cher, moins de places d'institution. Et on le sait, le secteur de la psychiatrie est en grande difficulté depuis précisément 20-30 ans. Et aujourd'hui, on a dans la rue un certain nombre de personnes qui auraient certainement besoin d'être pris en charge de manière institutionnalisée, ce qui n'empêche pas d'être pris en charge de manière humaine, hein, mais de manière plus durable. Et aujourd'hui, on attend, hein, et ça c'est des professionnels de la santé mentale qui ont pu le dire comme ça, on attend que les personnes soient en crise dans l'espace public pour les hospitaliser en urgence, et 2 semaines après, c'est souvent des séjours de 2 semaines, hein, on les renvoie dans des centres d'hébergement qui ne sont pas du tout adaptés en termes de soins pour les problématiques que rencontrent ces personnes. On va les retrouver dans la rue jusqu'à la prochaine crise. Parce qu'on n'a plus, si vous voulez, d'institutionnalisation durable en psychiatrie. Bon, ça pose pas mal de questions. Je voudrais quand même, je fais un petit incise là, surtout qu'on ne surestime pas si vous voulez, il y a quelque chose que j'entends souvent et que j'ai pas retrouvé dans les enquêtes et sur le terrain. Je suis pas le seul d'ailleurs, mes collègues partagent cette nuance. On entend souvent, ah oui, la moitié des personnes sans domicile sont en fait des personnes psychotiques. Et ce que je viens de vous dire pourrait le laisser entendre. En réalité, il faut bien faire la différence entre des difficultés psychologiques de l'ordre de l'anxiété, du stress, voire de troubles dépressifs. Évidemment, la rue favorise l'émergence de stress, d'anxiété et de dépression. On n'est pas là dans des troubles psychiatriques, au sens de la schizophrénie ou d'autres maladies diagnostiquées. Si on se concentre sur les troubles sévères de la psychiatrie, c'est pas plus de 10-15% des personnes sans domicile qui sont touchées. Ça augmente si on considère que les personnes sans abri, si vous m'avez suivi tout à l'heure. Donc évidemment, il ne faut pas surestimer la psychiatrie. Je vous dis ça parce que j'ai rencontré pas mal de professionnels dans l'urgence sociale, travailleurs sociaux notamment, qui, lorsque des personnes appellent plus le 115, sous-entendu, préfèrent dormir sous un pont que dans un centre d'hébergement, l'interprétation spontanée, alors du sens commun, à les limites on pourrait le comprendre, mais de professionnels qui sont quand même en première ligne, qui ont une expertise sur ces publics, c'est plus grave. Leur interprétation spontanée, c'est de dire il doit y avoir un problème mental. Là, il y a des troubles psy. C'est pas possible. Son choix, il est pas rationnel, quoi. Il veut pas dormir dans un foyer? Oh, c'est trouble psy. Et nous, on n'est pas outillés. Il faut qu'on envoie la psychiatrie. Puis on se décharge un petit peu du problème. Je vous montrerai tout à l'heure qu'en réalité, quand on se place du point de vue des gens de la rue et de leur quotidien et de leurs priorités et de leurs valeurs et finalement des logiques d'action qui président à leur comportement, ça peut être très rationnel, ça peut être très logique de ne pas aller dans les centres d'hébergement. Et ça renvoie pas du tout à quelconque folie que ce soit. Il y aurait au rang des explications structurelles de l'augmentation du nombre de personnes sans domicile, la décomposition des structures familiales. Ça peut être un petit peu anecdotique comme ça, mais vous le savez, peut-être pour l'avoir vécu même dans votre vie personnelle, le nombre de divorces, de familles monoparentales et de familles recomposées est en augmentation constante depuis ces 30-40 dernières années, et c'est une augmentation exponentielle. Ça pose deux questions, dont la deuxième est reliée au point suivant. La première, c'est que on a des gamins qui grossissent les rangs de l'aide sociale à l'enfance, puisque ce sont des familles évidemment qui, ça fragilise, si vous voulez, l'éducation. Je veux pas dire qu'une famille monoparentale ou recomposée va forcément flinguer les gamins, hein. Cela dit, on constate parallèlement une augmentation du nombre de problématiques intrafamiliales qui nécessitent l'aide sociale à l'enfance, l'ASE. Et on sait aussi que une frange importante, ça dépend encore une fois si on considère les sans domicile ou les sans-abri au sens propre, mais une frange importante des gens qui sont en situation de rue à un moment donné sont passés par la DAS pour les plus anciens, par l'ASE pour les moins anciens. Donc il y a un vrai déterminisme de parcours entre le passage à l'ASE et les difficultés à la vie adulte, et notamment la probabilité de connaître le sans-abrisme. Ce qui est assez logique, j'espère que vous suivez le fil de ma pensée,
ce qui est assez logique quand on sait que le premier filet de solidarité qui protège contre la rue, qui protège contre l'épreuve du sans-abrisme, c'est pas les institutions, c'est pas le caritatif, c'est pas les associations, c'est pas les allocations, c'est la famille, c'est la solidarité familiale. Vous et moi, enfin, si tant est qu'on ait la chance d'avoir des affiliations familiales encore, si demain on a une difficulté professionnelle, conjugale ou sanitaire qui nous amène potentiellement à perdre notre logement, on va pouvoir retourner chez nos parents, aller chez un frangin, une frangine. Bref, la solidarité familiale va opérer. Mais quand les gamins sont passés à l'ASE, précisément, il y a défaut de la famille au départ. Alors, plus ou moins, hein. Mais le levier que constitue la solidarité familiale est plus fragile, si ce n'est inexistant. Et donc, on a ce premier filet de sécurité de tout un chacun qui est déjà fragilisé. Mais, j'avance, hein, quand les familles, les ménages se séparent, il n'y avait qu'un logement pour, je suis dans le modèle traditionnel, un homme, une femme, un père, une mère et leur famille. Il y a séparation. Désormais, il faut deux logements. Et ça va jouer sur la crise du logement. C'est un facteur assez minime, mais ça me permet de faire la transition. On oublie souvent que bah oui, plus les ménages se séparent, plus il faut de logements pour loger. Ce qui était une famille avant devient deux unités de logement. Bon, on construit aussi trop peu par rapport aux besoins. On a des logements qui sont de moins en moins accessibles. Depuis 2000, la courbe d'augmentation des prix des loyers est exponentielle. Là aussi, c'est flagrant si vous prenez à long terme. Vous regardez l'augmentation des loyers. Bon, déjà, il y a une augmentation constante, mais légère. Et depuis 2000, il y a un pic. Voilà. Donc, le logement, il y en a moins quantitativement et il est qualitativement plus difficile d'accès. Et puis enfin, et là, faut quand même pas passer ça sous silence. Entre 2001 et 2012 dans un premier temps, 2025 ensuite, il y a un fait géopolitique majeur qui s'est accentué, ce sont le développement des flux migratoires. Et là, je ne parle pas de l'immigration clandestine, là, hein, je parle de la demande d'asile. C'est aussi de l'immigration clandestine, mais après, il y a une demande d'asile. Je ne parle pas des OQTF, là, qui n'ont pas le droit, en fait, en tant qu'OQTF, de prendre part au circuit de l'hébergement, hein, dans l'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile, HUDA, ou les centres d'accueil pour demandeurs d'asile, les CADA, qui sont l'équivalent des CHU, centres d'hébergement d'urgence, et des CHRS, j'y reviendrai tout à l'heure, centres d'hébergement et de réinsertion sociale pour les personnes qui sont dans le droit commun, c'est-à-dire français ou de l'Union européenne. Parce que quand on compte 350 000 SDF, ou je disais 150 000 grosso modo en 2012, on compte aussi les personnes étrangères, on compte aussi dans les sans domicile les demandeurs d'asile, qui dans les statistiques ne sont pas des migrants. C'est des gens qui n'ont pas de domicile, ils sont sur le sol français, ils sont hébergés en tant que demandeurs d'asile, puis après en tant que réfugiés éventuellement. Donc ils sont sans domicile, on les compte dans ces chiffres-là. Hein. Donc la figure du clochard avec une grosse barbe blanche et son litron de vin au coin de la rue, c'est plus du tout ça, j'y viens. Cette augmentation exponentielle du nombre de sans domicile, elle va de pair avec une diversification très importante, très intéressante aussi du point de vue sociologique, des profils, enfin des publics qui font l'expérience de la rue. Aux clochards que je viens de caricaturer et autres déclassés. Alors les déclassés, c'était ce qu'on appelait dans les années 80 les nouveaux pauvres. C'est-à-dire des pauvres qui sont pas nés dans un milieu pauvre, qui n'ont pas de tare individuelle, si tant est que ce soit un problème individuel en règle générale. C'est des gens qui ont travaillé. Et puis, vous savez, à la fin des années 80, enfin, début des années 80, il y a des crises pétrolières, crises du monde industriel, et bref, des crises économiques. Et des gens qui perdent leur travail et qui, dans la foulée, parfois perdent leur logement. C'était les nouveaux pauvres, c'est-à-dire les pauvres qui ne sont pas issus de la pauvreté. Là, je les appelle les déclassés. Ça existe encore, hein, c'est-à-dire des gens qui ont eu une famille, un logement, un emploi, et puis qui perdent leur emploi, tombent dans l'alcool, perdent leur femme ou leur mari, et puis finissent par perdre leur logement. Ou bien, hein, ça va dans un sens ou dans l'autre, hein, perdent leur femme ou leur mari, puis leur travail, et puis se mettent à boire, ou bien ils se mettent à boire, et, enfin bref, vous m'avez compris. C'est des trajectoires qui existent évidemment, qui existent encore, mais ce ne sont plus du tout les seules. Tandis que dans les années 90, ça se jouait essentiellement là. Aujourd'hui, bon, bah, je l'ai dit, il y a des personnes qui sont là pour des raisons euh, de non prise en charge par la psychiatrie. Il y a des personnes qui sont là pour des raisons, alors là, j'ai des chiffres éloquents, de dysfonctionnement du système carcéral.
On a, je vous le dis au passage, parce qu'on a un petit peu le temps cet après-midi, euh, j'ai pu récupérer des enquêtes flash, c'est-à-dire des enquêtes très ponctuelles de la direction de l'administration pénitentiaire. On n'a pas pu les exploiter parce que vous doutez bien que ça n'arrange pas, ce que je vais dire n'arrange pas du tout l'administration pénitentiaire. Mais grosso modo, en 2015-2016, on voyait que il y a 8-9% des gens qui, à leur entrée en prison, se déclarent sans domicile. Ils sont domiciliés dans un CCAS, dans un accueil de jour, donc ils sont sans domicile, ou bien ils n'ont pas de logement du tout, donc pas de domiciliation. À la sortie de prison, c'est 17% qui se déclarent sans solution d'hébergement pérenne quand ils vont sortir. C'est-à-dire que la prison produit des sans-domicile. Voilà, très clairement. De la même manière que je le disais tout à l'heure, l'ASE produit des sans-domicile. Hein. Les foyers de la protection de l'enfance, à la sortie, on le sait, même si ça s'améliore, même si on invente des dispositifs, même s'il y a longtemps qu'on le sait que c'est une problématique à 18 ans ou à 21 ans désormais, à la sortie du circuit ASE, on a des gamins qui ont été institutionnalisés toute leur vie et qui considèrent qu'un travailleur social et un foyer, c'est une prison. Et quand ils ont 18 ans, on croit leur faire peur en leur disant attention mon coco, tu vas avoir 18 ans, tu vas être livré à toi-même. Mais le gamin, il attend que ça. Il va aller à la rue, il va se débrouiller, il va faire ses expériences, il attend que ça. Il va pas faire le 115 avec plaisir en sortant. Au contraire. Donc il attend juste de plus avoir le travailleur social sur le dos, de plus avoir des horaires et une institution, un règlement, une cantine à laquelle il doit aller. Alors oui, ils vont être dans la galère, mais bon Dieu, ils vont être libres. Voilà ce qu'ils me disent. Et la liberté, même si souvent c'est un paravent, vous allez voir que c'est quelque chose qui peut être central. Je le disais tout à l'heure, c'est aussi cette liberté-là, cette liberté de ne pas se soumettre à des modalités d'aide qui imposent des contreparties dans le travail social. C'est aussi ce qui explique qu'on ne recourt pas au travail social. Et ils sont pas faux. Ils ont leurs priorités. Je dis souvent que la liberté et la débrouille, pour certains, particulièrement les sans-abri les plus marginalisés, hein, la liberté et la débrouille valent plus cher que la sécurité et le confort. Si bien qu'on est prêt à perdre un peu en sécurité et en confort, si tant est que les foyers soient très sécuritaires. Hein. Parce qu'on choisit pas les voisins qu'on a quand même autour, et puis il s'y joue des agressions, il s'y joue un certain nombre de choses, donc c'est pas forcément sécuritaire. Mais la liberté et la débrouille, pour certains, vaut plus cher que la sécurité et le confort. De ce point de vue-là, pourquoi j'irai dans un centre d'hébergement? Bon, vous allez me suivre, je vais y revenir. On a des jeunes en errance, je le disais, donc qui sortent de l'ASE, qui expérimentent la route, la vie à la Jack Kerouac, hein, qui expérimentent les teufs, les drogues, qui expérimentent la débrouille parfois à la lisière de la délinquance, mais qui pour une fois sont maîtres de leur destin, quoi. Voilà, et à un moment donné, on peut peut-être le comprendre quand on se place de leur point de vue. Il y a enfin des publics, et ça c'est le groupe qui s'est le plus imposé depuis la fin des années 90, des gens qui se revendiquent zonards ou routards, que nous on va dire punk à chien, je disais tout à l'heure, et qui finalement eux vont revendiquer la marginalité, vont expérimenter là encore comme les jeunes en errance, mais on devient zonard. On n'est pas zonard à 20 ans. Ça s'apprend. Il y a les codes de la rue dont je vais parler tout à l'heure. Il y a un certain nombre de compétences aussi qu'il faut acquérir, des compétences de débrouille, des ressources pour savoir ouvrir des squats, pour savoir voler sans se faire prendre, pour savoir acquérir un peu de drogue sans que ça nous coûte les yeux de la tête, pour savoir faire la manche là où ça marche bien, pour savoir exploiter les plus faibles, ou du moins ne pas se faire exploiter par les plus forts, etc., etc. On devient zonard. On devient routard, on va faire les saisons, etc. On apprend à se débrouiller en mécanique, on apprend à écumer les festivals et bénéficier de la solidarité entre tuffeurs, etc., etc. Là, il y a toute une communauté de zonards, de routards, qui vont, je le disais, revendiquer la marginalité, jusqu'à parfois dire, mais de manière un peu provocante, jusqu'à dire non, non, mais moi je veux pas de logement, je veux avoir de compte à rendre à personne. Pardon, hein, je réemploie leurs mots et je vais le faire de plus en plus parce que je vais citer des situations tout à l'heure. Ils vont dire j'emmerde la société de consommation, je veux pas mettre au boulot dodo, c'est pas pour moi, etc. Bon, souvent c'est des formes de rationalité a posteriori, c'est des formes de rationalisation de son parcours. Quand on creuse et quand on réfléchit avec eux sur leur parcours de vie, on s'aperçoit qu'ils n'ont pas choisi non plus d'être dans la galère. Bien souvent, il y a des ruptures familiales, il y a des traumatismes dans l'enfance ou après. Bien souvent, il y a comment dire des addictions ou des éléments qui font que leur parcours les a amenés
aujourd'hui à revendiquer la marginalité. Mais c'est pas un choix qu'ils ont pu faire de manière très très éclairée. Il y a eu des contraintes aussi. Et puis enfin, bon bah je le disais, viennent grossir les rangs des sans-domicile, des populations immigrées, alors soit immigrées de l'espace Schengen, et dans ce cas ils ont le droit d'être sur le territoire français, soit immigrés de la demande d'asile, en dehors de l'espace Schengen, on le sait aujourd'hui principalement d'Afrique, mais au milieu des années 2000, les groupes étaient en provenance du Moyen-Orient, hein, du Proche-Orient, Syrie et des conflits Irak, Syrie, Libye, etc. Et puis des personnes qui sont déboutées aussi, c'est-à-dire qui ont là pour le coup des obligations de quitter le territoire français, des OQTF, et qui vont être dans la rue, qui vont bénéficier de l'aide d'urgence. En tant que sociologue, c'est pas à moi de dire si c'est heureusement ou pas heureusement. Mais en tant que personne, je dis heureusement, qui peuvent quand même accéder aux aides d'urgence. Et donc, ils vont graviter dans ce monde de la rue. Et qu'on soit européen, demandeur d'asile ou débouté, on n'a évidemment pas du tout les mêmes droits en termes d'assistance. En général, l'urgence, l'humanitaire, c'est pour tout le monde. Quand même, on en est encore là. Quoi qu'on voit bien hein, comment notre gouvernement actuel essaye tout de même de restreindre l'aide aux demandeurs d'asile et des choses qui presque viennent remettre en question cette dimension humanitaire. Mais par contre, les Européens de l'Est, et plus encore les déboutés, ils n'ont pas le droit à l'hébergement d'urgence, les déboutés. Les Européens, ils ont le droit, je dis Européens de l'Est, enfin, Européens tout court d'ailleurs. Mais ils n'ont pas le droit, les Européens, à l'hébergement d'insertion, ou sous condition de travailler depuis un certain nombre d'années, etc. Donc on voit comment, en fonction du statut de l'immigration, en réalité, euh, l'accès au droit d'hébergement et au droit à l'assistance est nivelé, cloisonné. Et finalement, ressort de cela, après je vous emmène dans le monde de la rue à Nancy, je vous promets. Trois grands modes de survie se dégagent, parce qu'il y a une diversité de profils, mais on peut quand même clarifier un petit peu les choses. Il y a des personnes qui s'invisibilisent, c'est l'encadré à droite de la diapo. Je vous laisse, je débite quand même là, hein, je bois un coup, je vous laisse peut-être poser une Non, mais question. je comptais reprendre. Allez, si vous voulez, je peux faire le petit Ouais, point après, mais ensuite, je comptais leur demander un petit peu, eux, avec quel profil ils avaient l'habitude de travailler. Comme ça fera le petit pont entre les deux. très bien. Et ben, je conclus sur les modes de survie et ça leur donnera des billes peut-être pour se Tout à fait. positionner. Des groupes, ou plutôt des profils qui sont dans une logique d'invisibilisation. Là, ce sont des personnes, en général en début de parcours de rue, qui respectent, enfin, c'est pas qu'ils les respectent, c'est qui aspirent encore aux normes dominantes, c'est-à-dire qui veulent travailler, qui veulent retrouver un logement ordinaire, qui veulent renouer des liens avec leur famille, et qui, dans leur apparence, vont faire attention. C'est pour ça qu'en fait, ce qu'ils invisibilisent, c'est leur condition de SDF. Hein, donc, ils vont tout faire. Bah, c'est aussi les normes d'hygiène. Hein, ils vont se bagarrer au quotidien pour continuer d'entretenir leur hygiène. Ils vont aussi fréquenter des lieux parfois qui ne sont pas forcément des lieux que pour les sans-domicile, mais des lieux chauds en hiver. Je pense à des bibliothèques, centres commerciaux. J'avais fait ma thèse sur les centres commerciaux. J'en parle pas là, mais les galeries de centres commerciaux, la salle d'attente des urgences médicales, les bibliothèques, des galeries marchandes, etc. Bon. Et là, ils y sont pas, si vous voulez, ils sont pas identifiés comme des SDF. Mais si vous me suivez, parfois les gens qui sont dans cette logique-là, ils vont ne pas aller dans les services sociaux, parce que aller dans les services sociaux, notamment à l'accueil de jour, c'est déjà côtoyer des personnes qui sont à la rue et parfois bien plus abîmées que soi, qui ont lâché l'affaire des normes dominantes, mais c'est aussi accepter, c'est commencer à renoncer. Et là, on a des personnes donc, qui sont dans le non-recours parce qu'ils souhaitent se débrouiller par eux-mêmes et ne pas finalement rentrer dans ce circuit-là. Ce qui est assez intriguant, parce qu'on verra qu'à l'autre bout du spectre, il y a des gens qui vont pas dans les services sociaux, mais pour des raisons inverses, parce qu'ils ont au contraire abandonné toute velléité de réinsertion. Alors, je précise ici, parce que c'est une question qu'on me pose tout le temps, hein, comme ça vous ne me la poserez peut-être pas, et les femmes dans tout ça. Et c'est vrai. Alors le monde de la rue, c'est un monde éminemment masculin. Ça me permet là de. Les femmes, elles ont deux options. Mais les travaux ont bien insisté sur cette logique d'invisibilisation, parce qu'en tant qu'elles sont plus vulnérables, à juste titre, hein, enfin réellement, quoi, dans le monde de la rue, elles sont exposées à des violences physiques et sexuelles, aussi morales, un monde qui est très masculin, dans lequel, j'y reviendrai, les valeurs de virilité sont très importantes, elles sont très exposées, si bien qu'elles peuvent avoir tendance à s'invisibiliser pour se protéger.
Cela dit, et là, suivez-moi bien, on va comprendre la diff entre SDF et sans-abri d'une autre manière. Parmi les sans-domicile, on a 40-45% de femmes. Parmi les sans-abri au sens propre, qui représentent, disons, 15% des sans-domicile, les sans-abri, c'est 15% des sans-domicile. Dans les sans-domicile, on a 40-45% de femmes. Mais dans les sans-abri, on n'a que 15% de femmes. Donc 15% des sans-domicile sont des sans-abri et 15% des sans-abri sont des femmes. Qu'est-ce qui explique que 45% des sans-domicile sont des femmes et seulement 15% des sans-abri sont des femmes? Marie Loison, l'une de mes collègues, même Aris Marpsat, déjà en 99, montrait que finalement le circuit, le système d'assistance, il a tendance, et tant mieux dans ce cas-là, à fonctionner du fait de la pénurie du nombre de places. Il fonctionne avec des critères de vulnérabilité qui permettent de prioriser les publics dans l'accès aux places. Grosso modo, vous avez 25 places. À Nancy, il y a 25 places d'hébergement 115. Mais il y a 50 personnes qui appellent. On fait quoi? On donne aux 25 premiers? Ou bien on dit aux personnes, bon bah rappelez, parce que vous êtes un homme quand même, et puis vous avez 35 ans, donc ça va, vous n'êtes pas trop fragile, et puis vous avez une autre solution éventuellement, donc rappelez ce soir, si on a une place, on vous la donnera. Par contre, si vous êtes une femme, si vous êtes une personne vieillissante, si vous êtes une personne malade, alors vous avez des critères de vulnérabilité qui font qu'on vous réserve une place parmi les 25. Si bien que les femmes, ça vaut au niveau du 115, ça vaut aussi au niveau de l'hébergement d'insertion. On considère, donc, finalement, les femmes en tant que femmes ont un accès priorisé au circuit de l'hébergement d'insertion. Il y a une discrimination positive qui opère parce qu'elles sont, à juste titre, je le disais, plus vulnérables. Bon, pour une fois, vous me direz, ça vaut le coup d'être une femme dans cette situation-là. On a une domination qui est inversée. J'avance. Il y a une autre logique de survie qui est celle de l'intégration. Et là, on peut penser aux zonards et routards dont je parlais tout à l'heure ou aux jeunes en errance qui vont progressivement, malheureusement, s'intégrer dans le monde de la rue. Là, ils ne s'intègrent pas dans la société, hein. C'est l'intégration dans le monde de la rue. Et là, on va acquérir des compétences, je le disais, on va nouer des liens avec d'autres gens dans le monde de la rue. Je vais y venir tout à l'heure. On va finalement apprendre à se débrouiller et s'intégrer dans le monde de la rue et finalement finir par rejeter les normes dominantes et vivre en marge. Et puis enfin, il y a la clochardisation, c'est peut-être la fin du parcours. Heureusement, il y a des parcours qui évoluent vers la renormalisation, ou des gens qui arrivent à être intégrés dans le monde de la rue sans être trop marginalisés et qui s'y tiennent toute leur vie. Mais la clochardisation, là, on a désormais un repli sur très sédentaire, sur un minimum d'espace, avec soit une très forte dépendance envers les services sociaux, soit un non-recours intégral, une invisibilisation totale par les services sociaux, enfin, mise à l'écart totale des services sociaux individuels, et des personnes qui vieillissent et qui, d'une certaine manière, abandonnent le futur. D'ailleurs, j'ai écrit un article qui s'appelle Quand l'avenir est derrière soi, le titre m'a été inspiré d'une personne qui, c'est un article qui porte sur les personnes vieillissantes à la rue. Et le titre m'a été inspiré par une expression d'un gars de la rue à Nancy, ancien, 70 ans, qui me disait mais pourquoi il nous parle de réinsertion quand l'avenir est derrière nous? Et c'est vrai, d'une certaine manière, on peut aussi se poser la question. Là encore, pour voir comment des fois on arrive. Je vais faire ma pause, ma pause, petit temps pour souffler. Comment on arrive, nous, je dis nous, vous, en tout cas, nous, gens insérés, vous, professionnels de l'assistance, on arrive avec nos normes, on plaque d'une certaine manière notre conception du bien, de ce qui est bien pour les gens, sur les gens, tout en disant il faut repartir de leurs attentes, il faut évaluer leurs besoins, mettre l'usager au cœur de l'accompagnement, etc. En fait, bien souvent, c'est nous qui décidons pour les personnes de ce qui est bon pour elles, de ce qui n'est pas bon pour elles. Et encore trop souvent, bien sûr, on y est de plus en plus sensible et heureusement. Mais là, parfois, il faut comprendre que le parcours d'accompagnement personnalisé et le projet d'insertion pour une personne qui a 60 balais, à un moment donné, c'est peut-être pas le circuit qui va l'intéresser, quoi. Et puis il va vous dire oui, ouais, je veux faire ça. Ouais, ma travailleuse sociale, elle m'a dit que je devais faire ça, bah je fais ça, quoi. Mais c'est évidemment pas son projet. Et là, peut-être qu'à un moment donné, il faut viser la stabilisation, je vais y revenir, plutôt que la réinsertion.
Ça y est, on est dans la rue à Nancy. Cette slide, elle va vous me permettre, elle va me permettre de vous dire avec quelques exemples, d'illustrer en réalité pourquoi je trouve que le terme d'errance, c'est une idée reçue qu'on doit déconstruire. Il y a des micro-territoires qui se conquièrent individuellement et collectivement. Il y a des lieux de rassemblement qui se stabilisent, je les ai mis en rouge ici. Il y a en fait, le mot central ici, c'est des routines. Ce que j'ai observé assez rapidement en traînant avec eux au quotidien, vous avez compris ma méthode, hein, c'est de les suivre, et de devenir copains et puis de vivre leur quotidien avec eux. Ben, en fait, c'est très routinier, c'est très routinisé. Et la routine s'oppose à l'errance, par définition. Et il y a aussi ce que Pascal Pichon, qui structure cette routine, hein. Pascal Pichon, une collègue qui fait autorité, tout comme Julien Damon dans le monde de la recherche, à Saint-Étienne, elle est basée, elle appelle ça le circuit de l'assistance. Si vous voulez, tout ce qui est en vert sur le schéma, ce sont des services sociaux. Ça va à des accueils de jour, au CARUD, à des lieux de distribution de repas, à des centres d'hébergement, des centres de soins, etc. Tous ces lieux-là, bon, bah, ils ont un emplacement géographique dans la ville, ils sont quelque part. Ils ont des horaires d'ouverture. Si bien que, en suivant certaines personnes, il y a des parcours quotidiens qui sont structurés par ces lieux et ces horaires d'ouverture. À 8 heures du mat, on se fait virer, parce que c'est ça, hein, on se fait virer de l'hébergement de mise à l'abri, du 115, plus ou moins gentiment, parce que si on veut dormir une demi-heure de plus, on ne peut pas, hein, et ça peut aller jusqu'à un petit coup de pied au cul, euh, au sens métaphorique. Je l'ai vu au sens propre. Donc on sort, il est 8 heures. On va au centre-ville, là, il y a le petit-déj de l'armée du salut de 9 heures à 10h30. On reste au chaud. Tout ça si on veut éviter la rue, hein. On peut quasiment être dans des institutions tout le long de la journée si on se débrouille bien. À 10h30, on sort, on peut aller faire un tour à l'accueil de jour. Se réchauffer, charger son portable, prendre une douche. À midi, repas du midi à tel ou tel endroit. Ça ferme à 13h30. 14h, on peut retourner à l'accueil de jour. Ça ferme à 16h30, 17h. Et là, je prends un exemple. Je sors, je suis avec Johnny, on va l'appeler. Je suis avec Johnny, 27 ans, il arrive du sud, il arrive de Marseille justement. Et moi, je suis encore naïf à ce moment-là. Je viens d'arriver aussi dans ce monde-là. Et je suis Johnny. Et on sort, il est 16h45, les portes de l'accueil de jour ferment. Et je lui demande un peu naïvement, je lui dis, mais on fait quoi, Johnny, là? Tu vas faire quoi maintenant, en fait? Il me dit, bah, t'es con. On monte à la gare, on attend 18h30, puis on ira à la gamelle. La gamelle, c'est le repas du soir, tout en bas sur le schéma. Puis on ira à la gamelle. Puis qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, évidemment? Pour lui, c'était évident, en fait. Moi, je lui pose la question de, on va faire quoi? Comment tu vas occuper ton temps? Et moi aussi, j'avais plein d'idées reçues au début, hein. Et lui, il me répond de but en blanc, mais je sais très bien ce que je vais faire. Là, on va à la gare. C'est normal. Et puis après, on va à la gamelle, c'est normal. Euh, donc, vous voyez, c'est comme quoi, on peut se dire, oh, les pauvres, comment ils occupent leur temps, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils doivent être désœuvrés, etc. Eh ben, il y a des trous, hein, dans la raquette, dans la journée, des fois. Mais sincèrement, il y a des routines comme ça qui sont très puissantes. Je peux vous parler de la Manche. Alors là, on va être explicite. La Manche, c'est très structuré. Il y a des postes de manche qui appartiennent quasiment à des gens. Tout ça est informel, hein, c'est écrit nulle part. C'est officieux, mais c'est très structuré, c'est très respecté. Quand c'est pas respecté, bah ça se joue, ça se règle dans les deux sens du terme. C'est-à-dire qu'on règle un problème à coup de poing, mais ça se régule aussi, au sens où il y a une règle qui est explicitée, quand même elle est écrite nulle part. Je dis non, non, mais ça c'est mon poste, ça fait 6 mois que je viens là, tu viens pas ici. Donc il y a des règles, j'y reviendrai. Et je prends l'exemple de Jeff. Il se refile les postes de manche, il y a des horaires, toi tu viens de 13 à 16, ok, bah moi je suis là de 16 à 18, etc. Jeff, c'était un de mes, on va y venir sur la prochaine slide, on va aller dans le parking souterrain de Jeff. C'était un de mes informateurs privilégiés, comme on dit, j'ai passé beaucoup de temps avec lui. 36 ans, toxicomanie et expérience carcérale, mais aussi professionnelle. Aujourd'hui, il bosse, il est à Nice, il rebosse, il est boucher, il a toujours été boucher par le passé. Bon. Bref, Jeff, je le retrouve, je savais où le retrouver d'ailleurs. C'est déjà révélateur. Moi, quand je sortais de chez moi, parce que je dormais chez moi, hein, j'ai pas dormi, j'allais au bout de la nuit des fois avec eux, mais je rentrais chez moi dormir parce que j'ai des limites personnelles et aussi parce que ça n'avait pas trop de sens de les regarder dormir. Mais donc je sortais de chez moi, j'attaquais ma journée de terrain. Je savais où retrouver qui, à quelle heure, à quel endroit.
Donc déjà, ça veut dire qu'il y a des habitudes, qu'il y a des routines. Et donc je retrouve Jeff. On est, peu importe, là, je peux pas vous indiquer sur le schéma, mais on est à un poste de manche devant un supermarché Carrefour. Il est 14 heures. Salut Jeff, bon, comment c'est? Ok. Eh ben, on se retrouve tout à l'heure. Je vais faire mon tour, je vais monter à la gare, j'ai d'autres gens à voir, etc. Ouais, ok, bah, t'as qu'à revenir vers 16 heures, on ira au McDo comme d'hab. Il récupère le poste du McDo à, à 16 heures. C'est presque tout rond, hein. Donc, je le retrouve vers 16 heures après avoir fait mon tour. Hop, on débarrasse le poste du Carrefour. Il le redonne à Julien, un autre gars qui attendait son tour, qui le récupère habituellement à 16 heures, celui du Carrefour. Et il va déboulonner Lucio. Lucio, c'est un autre gars qui est devant le McDo et qui est là de 13 à 16 devant le McDo. Bon. On arrive devant le McDo, et Lucio, il n'a pas fini de faire ses pièces, comme ils disent. Donc, on se pose sur le trottoir d'en face. Il y a la rue qui nous sépare, il y a les voitures qui passent, etc. On attend 10 minutes, un quart d'heure. Jeff commence à s'agacer. À un moment, il se lève, il dit, bon, allez, je vais aller le bouger là parce que c'est mon tour. Moi, je le suis évidemment parce que c'est croustillant en termes de recherche, quoi. Donc, on traverse la rue et il commence à gueuler après Lucio en disant, écoute, d'habitude, tu me laisses le poste là. Lucio lui dit, oui, oui, t'inquiète, je te réserve le poste comme d'habitude. Par contre, il me manque encore 1 euro là. Et quand j'ai fait mon euro, je te laisse le poste. Et là, Jeff, il sort 1 euro de sa poche et il lui rachète le poste de manche. Il lui donne l'euro qui lui manquait. L'autre est content, il a ses 10 balles ou ses 20 balles pour aller acheter son paquet de clopes ou son 0,2 de cocaïne, peu importe. D'ailleurs, ils font ce qu'ils veulent avec leur argent, hein, comme vous et moi. Il n'y a pas de raison qu'on soit plus regardant. Ils sont libres. Ça, c'est mon avis de citoyen. Mais on peut y réfléchir quand même. Bref, Lucho, il a fait ses 10 balles. Il nous laisse le poste de manche. Ok, bon bah super, Jeff, t'as récupéré le poste. Je m'installe un peu avec lui. On fait la manche ensemble. Je faisais jamais la manche tout seul, hein, ça n'avait pas de sens. Je faisais la manche avec eux. Et puis bon, je lui dis, ah, écoute, je vais aller voir le Christophe là, et je sais qu'il est à tel endroit, il faut que je pose un peu avec lui. Je reviens, je te retrouve vers 18 heures. Je sais qu'il lâche le poste vers 18-19 heures. Je vais faire mes affaires, je reviens le retrouver. Là, il est 19 heures, il est encore là. Et Jeff se lève, il siffle un grand coup en direction du bas de la rue. Entre-temps, il a rechargé son téléphone portable dans le McDo, parce que Jeff, tous les soirs, je vais y venir, il regarde un film sur son téléphone portable, qui télécharge aussi sur les Wi-Fi gratuits de la ville. Bref, tout un tas de techniques de débrouille qu'on n'a pas quand on a 18 ans ou 20 ans qu'on vient d'arriver dans la rue. Il siffle un grand coup en direction de Chloé. Chloé, elle a son poste de manche en bas, c'est un bureau de tabac, elle est connue comme le loup blanc à Nancy, tous les habitants la connaissent. C'est la dame qui fait la manche, elle a 32 ans. C'est la jeune femme qui fait la manche au bureau de tabac, elle est très prolixe, elle dit bonjour à tout le monde. Bref. Sauf que le bureau de tabac, il ferme à 19 heures. Et si Chloé, elle n'a pas fini de faire ses pièces, Jeff, il la connaît bien, des fois Chloé, elle l'héberge, parce que Chloé, elle a un appartement en réalité. Elle a fait un enfant, et ça lui a permis d'avoir un appartement. Ça a facilité l'accès. Donc elle fait la manche toujours, elle est toujours dans l'héroïne, mais elle a un appartement. Un jour, elle m'a emmené chez elle, quoi. Donc il y a aussi des gens qui font la manche, qui sont dans le monde de la rue, je vous l'ai dit, mais qui ont un logement, quoi. Et bref, il est 19 heures, Jeff se lève. J'espère que vous me suivez, hein, que je vous saoule pas avec mes petites histoires, mais je trouve que c'est vivant. Et c'est révélateur surtout. Il siffle un grand coup en direction de Chloé, qui lui fait des signes. Ouais, bon, ils se parlent dans la rue comme si c'était leur terrain de jeu, hein, ce qui révèle une appropriation de l'espace aussi. Euh, ils sont pas dans l'espace public comme vous et moi. Ça relève d'autres normes d'usage. Et Chloé gueule au loin, mais il y a 50 mètres, un peu plus, qui les sépare. Ouais, bah, garde-moi le poste, j'arrive, mon gars, etc. Bon, donc on attend que Chloé arrive avec son barda et on lui refile le poste de manche parce qu'elle n'avait pas fini. Il fallait qu'elle arrive à 20 euros. Elle avait que 15. Bon, bah, elle va refaire 1 heure de plus devant le McDo parce que le McDo ferme à 23 heures. Et Jeff, portable rechargé, manche faite, va chercher son bout de shit pour le soir. Il avait déjà son paquet de tabac et on descend au parking souterrain. C'est sa routine. On va y arriver au parking souterrain. Mais si vous me suivez là, ils se sont refilés le poste de manche à travers des horaires en sachant à qui ils se refilent le poste de manche, parfois en rachetant le poste de manche à l'autre pour avoir son créneau. Enfin, vous voyez que c'est quand même très, très structuré. Je dis ça dans un sourire, c'est évidemment dramatique comme situation. Mais bon, après moi, j'ai tellement écumé tout ça que maintenant, j'en souris parce que j'ai plus trop de... Ou alors j'ai une telle distance affective, j'en sais rien, mais j'ai aussi une proximité. Et c'est des gens avec qui on peut rigoler. Il faut pas non plus avoir un regard misérabiliste sur ce public-là, comme s'ils étaient toujours en souffrance, sans arrêt en train de pleurer, comme s'ils avaient aucune compétence, etc. Non, non. Ça d'ailleurs, c'est ce qu'on leur fait ressentir parfois dans les services sociaux. Mais c'est évidemment, c'est des gens qui ont la tête, qui ont besoin de sauver la face, qui ont la tête dure, qui ont un honneur à sauver et qui développent des compétences. Donc ça fait aussi que parfois, bon, moi je les traite comme tout le monde, quoi. Et on peut aussi rigoler. J'ai passé des moments super avec un groupe de personnes plus âgées à la gare où
On chantait, on dansait, c'était joyeux, quoi. Hein. C'est pas que la misère, quoi. Alors, évidemment, quand ils viennent dans les services sociaux, ils ont tendance à jouer la misère, parce que c'est à travers le récit de la misère et la mise en scène de la misère qu'ils vont acquérir des passe-droits, des priorités pour l'hébergement, un accompagnement renforcé, des allocations, des bons alimentaires, etc., etc. Chloé me disait d'ailleurs à la Manche une fois, parce qu'en fait, ils jouent la misère aussi à la Manche. Un jour, j'arrive, on est en plein hiver. Elle a une belle écharpe brillante, un vrai cadeau de Noël, quoi. Et elle me dit, t'as vu la belle écharpe qu'on vient de m'offrir là? Bon, là, je la porte parce que on vient de me l'offrir, mais, euh, mais je la porterai pas à la Manche, hein. Et elle me dit, tu crois quoi? On se déguise à la Manche. Et c'est vrai, comme je vous le disais, elle a un logement. Quand elle emmène son gosse à l'école, bah, elle met l'écharpe. Quand elle va faire la Manche, elle se déguise autrement. Donc, ouais, ils ont des compétences, etc. Bon, des lieux de rassemblement que j'ai mis en rouge où se joue de la sociabilité, des consommations, des trafics, de la solidarité collective, parce que c'est important, et j'y viendrai aussi tout à l'heure progressivement. Putain, le temps passe vite. Ils sont pas si, ils sont pas si seuls et isolés qu'on peut le penser de prime abord. On peut passer une slide. On rentre dans le micro-territoire du chez-soi bricolé de Jeff. Là, Jeff, il est dans une cage de parking, une cage d'escalier de parking souterrain. Il héberge Rossi, qui est à côté, on le voit pas, mais le chien qu'on voit, c'est le chien de Rossi. Jeff, en fait, il s'est approprié l'endroit. Il l'habite. Alors, c'est pas un habitat, mais il l'habite. Sur le côté, là où c'est moi qui ai dessiné à droite, hein. C'est mon beau-frère qui fait des croquis comme ça. Bon, il y a des chaussettes, des vêtements mouillés qui sèchent le long de la rambarde. Jeff, il passe la balayette en permanence dans son. On voit la balayette d'ailleurs à gauche. Et il est sans arrêt en train de nettoyer l'endroit. Il sait où faire ses besoins pour pas être trop dérangeant pour les agents de parking. Il a d'ailleurs négocié sa place auprès des agents de parking. Et tant qu'il est là, le soir ça va, parce que c'est pas le soir que ça dérange, c'est le matin. Il est au parking de 20h à 6h du mat. Mais à 6h, s'il est encore là à 7h, il va y avoir un problème, quoi. Il va se faire chasser. Au passage, d'ailleurs, on peut avoir l'idée reçue selon laquelle les gens de la rue dorment tard, font la fête toute la nuit. Ce que j'ai le plus observé, moi, c'est des gens qui dorment à 21h, même dans les foyers, hein, dans la mise à l'abri, à 21h dodo, parce qu'à 5h, 6h, on se fait chasser de toute façon. Donc, ils ont plutôt tendance à dormir tôt, se lever tôt. Jeff, il a aussi trafiqué la lampe, parce que c'est une lampe à détecteur. Et donc, quand il y a quelqu'un dans les étages supérieurs qui ouvre une porte pour aller chercher sa voiture, bah, ça allume toute la cage d'escalier. Bah, lui, il a trafiqué l'ampoule, ce qui dénote quand même d'une compétence, d'une part, mais aussi d'une appropriation de l'espace. Et puis, il planque au-dessus de cette lampe sa cuillère, son ammoniac. Je vous laisse imaginer pour quel type de pratique. Et puis, il prend soin du lieu, il a ses sacs poubelles qu'il va acheter, etc., etc. Bon. Donc voilà l'exemple d'un micro-territoire du chez-soi bricolé, parce que c'est évidemment pas du chez-soi, il est pas chez lui, mais il est quand même dérangé à plein de manières, il n'est pas en sécurité, il a toujours un couteau ouvert près de lui, euh, mais il en a quand même fait un micro-territoire. Et on est quand même dans du chez-soi bricolé. Parce qu'il se sent quand même à l'aise au point de se mettre dans son sac de couchage tous les soirs, et c'est vraiment rituel aussi ça, tous les soirs, et il va regarder un film sur son téléphone portable qu'il a téléchargé la veille, ou bien qu'il bricole, parce que bah, moi par exemple, moi mais d'autres gens vont lui donner un disque dur, et de temps en temps avec des films dessus, et de temps en temps il va télécharger ses films sur sa carte SD dans son téléphone portable, donc il a un jeu de rotation des films qu'il peut voir, puis bon, bah, quand il a rien de nouveau, des fois il regarde un film qu'il a déjà vu, mais peu importe. Euh, voilà pour Jeff. On peut avancer un petit peu. Donc c'est structuré dans le temps et dans l'espace, je le disais, mais c'est aussi structuré dans les relations, dans les interactions. Et là, tout au milieu, vous allez voir Jeff et Rossi, là, vous les voyez, peut-être ces deux petites carrés qui se touchent. Les carrés qui se touchent, c'est des binômes. Il y a aussi Zaza et Michael, juste au-dessus, c'est un couple. On retrouve Guillaume et Roussel tout à gauche, qui sont un binôme aussi. C'est les gens qui se lâchent pas, quoi. Il y a des groupes constitués, c'est les cercles, à des endroits précis. C'est-à-dire que les groupes savent, le groupe de l'hypermarché en bas à droite, ils savent très bien qu'ils ne vont pas se mélanger avec le groupe du squat en bas à gauche. Tout le monde m'a dit, c'est pour ça qu'ils sont en rouge, il y a une forme de hiérarchisation des individus et des groupes. Que le groupe en haut à droite, le groupe de la place M, la place Maginot en réalité à Nancy, m'ont dit, ouais, fais attention, l'écrivain, moi, il m'avait appelé l'écrivain dans la rue. Ceux qui me connaissaient le mieux m'appelaient Thibaut. Les autres pouvaient dire, hey, l'écrivain, tu feras gaffe hein, pour ton livre là, fais gaffe à la place Maginot, il faut pas avoir confiance en eux, etc. Et c'est ceux dont je vous parlais tout à l'heure. Il y a des sans-abri parmi eux, mais il y a surtout de la délinquance.
il y a surtout du parcours carcéral, etc. C'est eux qui tiennent le trafic, c'est eux qui vendent des trucs tombés du camion, c'est eux qui rackettent les plus faibles aussi. Enfin voilà, il y a des dominants, quoi. Et c'est un groupe que j'ai pu intégrer beaucoup plus tard quand je faisais l'enquête pour la mairie. Mais à ce moment-là, je m'en suis méfié. Bon, j'ai traîné un petit peu avec eux, mais seulement quand j'étais invité par d'autres, etc. Donc, on voit bien qu'il y a des groupes, il y a des individus isolés quand même. Mais si vous voulez, tous les traits, tous les liens que j'ai pu faire entre les uns et les autres, ben, c'est justement des relations, c'est des liens sociaux en fait. C'est des gens qui se connaissent. Et on peut voir les gens qui sont matérialisés par des croix. Je pense à Munch, Cam, Victoria, qui forment un triangle au centre en bas du schéma, qui sont des grosses croix. Ce sont des edges en fait, c'est des nœuds dans le réseau. Chloé, évidemment, il y a beaucoup de fils qui va vers eux et beaucoup de fils qui partent d'eux. C'est-à-dire qu'ils connaissent du monde, c'est des anciens du monde de la rue, ils sont réputés, ils sont connus, et ils font le lien entre plein de groupes différents. Inversement, on peut voir Sawyer tout à droite, Monique à gauche, ce sont des gens, c'est tous des noms d'emprunt, hein, c'est des faux noms, hein. Ce sont des gens qui sont très isolés. Là, on est plutôt sur un processus de clochardisation, où ils sont là, pour le coup, on peut dire qu'ils sont isolés, mais vous voyez que c'est pas la majorité. En fait, les gens de la rue, autre idée reçue qu'ils font déconstruire, ils ne sont pas si seuls et isolés qu'on peut le penser. Évidemment, on les voit à la Manche. À la Manche, ils sont seuls, c'est une activité qui se fait seule. Ou bien ils viennent dans les services sociaux et il y a des entretiens individuels avec un travailleur social, c'est justement les entretiens individuels. Mais en fait, quand ils ressortent, ils ont des relations avec d'autres gens, ils nouent des alliances, ce que Corinne Lanzarini appelle des alliances de circonstances. Typiquement, Jeff et Rossi, ils font une alliance de circonstances. C'est-à-dire que c'est pas les meilleurs copains du monde. Dans la rue, d'ailleurs, Chloé me disait, tu connais plus belle la vie? Bah ici, c'est plus belle la zone. Tout le monde se connaît. Ça veut dire quand même qu'il y a des liens, qu'il y a des relations. Tout le monde se connaît. Mais attention, hein, on n'est pas tous des amis, hein. Et effectivement, rares sont ceux qui parlent d'amitié. Dire qu'il y a des liens, et beaucoup de liens, ce que je suis en train de vous dire, ça ne nous dit rien sur la nature de ces liens. Et en fait, ces liens, c'est rarement des liens d'amitié forts, puisque la survie, elle oblige quelque part soit d'abord à sauver sa peau, soit à penser à sa gueule avant celle des autres. Donc la survie elle se marie mal avec l'amitié. Parfois, il y a quand même des formes de solidarité très fortes dans des petits groupes, comme en haut à gauche, l'Indien, Dédé, Noah, je pourrais vous en parler. Ils sont très complémentaires, ou bien des binômes. Là, parfois, on peut parler d'amitié, voire de fraternité, etc. Mais ce sont des liens assez fragiles, parce que la survie expose à des aléas, la survie expose à des tentations aussi, et parfois, quand on peut voler son pote, on vole son pote parce qu'on est tellement démunis que, et donc les liens sont mis à rude épreuve. Jeff et Rossi, je vous parlais des alliances de circonstances. Jeff, en fait, c'est un mec assez balèze, qui se défend bien, etc. Mais par contre, il refuse de souscrire au RSA, il va très peu à l'accueil de jour. En fait, c'est un mec qui veut se débrouiller tout seul et qui a fini par se débrouiller tout seul. En tout cas, sans l'aide institutionnelle, sans l'assistance. Il considère que les travailleurs sociaux sont des gardiens de prison, des gens qui contrôlent, des gens qui obligent, et non pas des gens qui aident. Ils sont nombreux à penser ça, hein, particulièrement chez les zonards. Rossi, au contraire, c'est un mec qui est très vulnérable, qui est très fragile, qui est plutôt dans la cam, et qui, du coup, se fait molester. Il a besoin de protection. Alors Jeff, il offre sa protection à Rossi. Il lui a dit, moi, au début de l'hiver où j'étais sur le terrain, Jeff, il dormait seul. Et puis Rossi s'est fait péter la tronche une fois ou deux. Bon, et Jeff a fini par lui dire, bah écoute mon gars, toi, t'arrives, il fait la manche. Rossi, il arrive bien à faire la manche. Il fait la manche en tournant. Il est pas assis par terre. Il tourne avec sa chienne et il récolte pas mal d'argent. Et puis après, il va au quartier acheter de la cocaïne, puis il redescend. Jeff, en gros, l'accord qu'ils ont passé, c'est tu peux venir dormir avec moi dans ma cage de parking, je te protégerai. Par contre, toi, tu touches le RSA et tu as de la coke, tu partages ta coke et puis tu partages ton fric. Si bien que bah, il s'offre un petit peu, c'est ça que j'appelle une alliance de circonstances. C'est pas moi, c'est Corinne Lanzarini qui appelle ça comme ça. Et je trouve que c'est assez parlant, quoi. Sauf que bah, c'est une alliance qui va tenir le temps qu'elle va tenir, quoi. Et si à un moment donné, Rossi considère que Jeff l'a pas protégé ou Rossi considère que Jeff lui taxe trop de cocaïne, eh ben ils vont rompre leur alliance, quoi. Voilà le type de lien qu'on peut avoir. Ça, c'est les carrières, c'est les évolutions entre les styles des uns et des autres. Ce que je voulais dire, c'est que les individus sont, je vais le dire très vite, les individus ne sont pas enfermés dans une catégorie. Ils viennent d'une catégorie auparavant et puis ils évoluent. Vous voyez d'ailleurs que j'ai pensé dans cette, parfois ils sortent de la rue, quoi, heureusement. Mais tant qu'ils sont dans la rue, ils vont changer de statut. Ils vont devenir des zonards. Mais on devient un zonard, on devient un clochard. Donc il y a un parcours de rue. C'est ce que Pascal Pichot appelle une carrière de survie. Bon, faut pas penser les choses de manière trop statique. C'est ça qu'il faut retenir de cette slide.
et c'est celle d'après qui m'intéresse. Voilà. On a vu trop rapidement que l'expérience de la survie et le sans-abrisme est structurée dans l'espace et dans le temps, individuellement et collectivement. On l'a vu que c'est structuré sur le plan relationnel et interactionnel. Il nous reste à voir que c'est structuré aussi sur le plan moral. L'idée reçue là qu'il faut déconstruire, c'est celle d'une jungle sans règles, ou alors c'est seulement la loi du plus fort. Ben, c'est pas du tout ce que j'ai observé non plus en prenant part à ces groupes en fait, en faisant partie de ce monde-là. En fait, il y a des règles, il y a des codes de la rue qui se stabilisent. Il y a des choses qui se font et des choses qui se font pas. Il y a des gens qui sont bien vus, des gens qui sont mal vus, il y a des réputations. Et du coup, ça donne lieu à une forme de stratification. Il y a des grands et des petits, il y a des exploitants et des exploités, il y a des pigeons, des dominants et des dominés, quoi, dans le monde de la rue. Notamment au regard du respect de ces règles et de ces normes. Alors, vous devez vous dire, bon, bah, c'est quoi ces règles, c'est quoi ces normes? Je vous en donne quelques-unes. Bon, évidemment, le fait d'avoir des capacités de débrouille, de virilité, c'est quand même important. Ça peut aider. Mais c'est pas le seul critère. D'ailleurs, Joey, qui est un mec dans le cercle en haut à droite du schéma précédent, dans la rue, souvent on m'a dit, mais tout le monde connaît Joey. C'est un des piliers de la rue, un des boss de la rue. Euh, et Joey, bon, bah, il est balèze, quoi. Et Lolo aussi, je vais vous parler de Lolo tout à l'heure. Enfin, si on a le temps. Et bref, je veux en venir au fait que Joey, il me disait, tu sais, moi j'en ai pété des gueules. Simplement, c'est pas n'importe qui et c'est pas pour n'importe quoi. Parce que sinon, on me tomberait dessus. C'est-à-dire que la violence, elle est là dans la rue, hein, attention. Mais il faut une bonne raison quand même. On tape pas n'importe qui pour n'importe quoi. Et il m'a raconté l'exemple d'un gars qu'il avait soupçonné d'avoir volé son téléphone portable. Il l'a défoncé. Et en fait, il s'est avéré des mois après qu'il avait découvert c'était qui le vrai voleur. Il est retourné voir ce gars-là pour s'excuser des mois après. Et il lui a refilé un autre téléphone portable. Parce qu'il l'avait défoncé pour de mauvaises raisons. Mais c'est aussi parce qu'on lui avait dit, gros, tu fais n'importe quoi. Lui, il l'a pas mérité, etc., quoi. Donc, il y a des positions qui se jouent comme ça dans le monde de la rue. Bon, il y a d'autres règles ou d'autres critères qui permettent d'être un grand dans la rue ou qui font qu'on est un petit. Le fait d'avoir des chiens et de bien les traiter, ça aide. Mais inversement, Rossi, c'est un petit parce qu'il traite mal son chien. Il lui donne de la bière, il lui met des coups, il le nourrit mal. Ça, c'est pas bon dans la rue, hein. Vous êtes un petit. Il y a aussi le fait d'avoir des compétences pour ouvrir des squats, des compétences pour récupérer de l'argent. Parce que parfois, il y a des savoir-faire que tout le monde n'a pas qui permettent d'avoir de l'argent. Euh, des compétences de négociation, un peu de pouvoir auprès de je ne sais qui, tel gardien d'immeuble, tel gardien de parking, etc. Ça permet quand même de se positionner, d'avoir du pouvoir et de faire profiter d'autres copains, en fait, hein. Il y a une compétence que je sous-estimais, et je l'ai appris à mes dépens, c'est la discrétion. C'est-à-dire qu'il y a des mecs qui ont une grande bouche, comme ils disent dans la rue, et qui parlent trop sur les uns et les autres. Et inversement, il y a des gens qui disent rien sur les uns et les autres. Et moi, vous doutez bien, je me baladais entre les groupes et j'avais des infos sur un peu tout le monde. Et j'ai pas fait gaffe, je connaissais pas cette règle-là. Et des fois, je disais, ah, ok, tu fais ça, Julien, bah, c'est comme Christophe, il m'a raconté qu'il faisait ci, qu'il faisait ça. Et un jour, on m'a dit rapidement, hein, on m'a dit, hey, mais tu vas pas raconter mon plan là à l'autre, hein, parce que moi, c'est mon plan, ça, je veux pas que les autres, ils le connaissent, ou c'est ma technique. Donc, il y a une règle de discrétion. Et on m'a calmé, hein, on m'a dit très vite, si tu racontes les histoires des uns et des autres, ce qui était évident à en faire. Pourtant, je suis formé en ethnographie, hein. Mais voilà, on fait des erreurs, quoi. Et effectivement, j'ai appris cette règle-là en la transgressant. Et bien souvent, d'ailleurs, c'est des règles qui sont écrites nulle part et qui apparaissent quand elles sont transgressées. Il y a aussi le fait de ne pas être un mytho, c'est assez lié, d'être réglo, c'est-à-dire de rendre. Hein, il y a des règles de partage. Ouais, je t'ai dépanné ceci et on se rend. Mais il y en a qui taxent tout le temps et qui rendent jamais. Bah, c'est des petits. Et il y en a qui rendent à chaque fois, c'est des grands. Bon, voilà. Ça fait toute une hiérarchie dans le monde de la rue. Là, si vous voulez, ce que vous avez sous les yeux, je pense que je vais m'appuyer en fonction de vos questions. On va dériver, je pense, vers les modalités d'action, quoi. Qu'est-ce qu'on peut faire finalement, quoi, maintenant, au regard de ce que je vous ai dit, comment on intervient? Qu'est-ce qu'on peut inventer? Qu'est-ce qu'on peut modifier? Comment on peut s'adapter? Et donc, voilà, ça c'est le plan masse que j'ai concocté. Mais il y a aussi des politiques sociales, le logement d'abord, peut-être qu'on va en parler. Mais voilà, je me tais un petit peu et je vous laisse commenter, me dire un peu. Mmh. Est-ce qu'il y en a qui veulent prendre la parole même sur,
Parce que Thibaut, je crois que je vous l'ai déjà évoqué, mais il y a le volet repérage et il y a le volet aussi remobilisation, où Oui, l'objectif, c'est d'essayer un petit peu de remobiliser. Donc, Bonjour. 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 Euh, voilà, moi je serais intéressée voilà, pour aborder aussi la partie remobilisation parce Bien que sûr. j'interviens en partie sur l'accueil de jour et c'est pas toujours évident par rapport aux 2 R, au parcours qui est assez intensif en plus et qui bouge beaucoup de lignes. Et si au début, sur les personnes que j'ai accompagnées, je vois beaucoup d'investissements, à un moment donné, ça bouge tellement de lignes, tellement vite que ben, on perd un peu parfois l'engagement, ça fait peur et voilà, c'est pas évident par rapport à ce dispositif-là. Hmm. Bon, déjà, il faut se dire qu'il n'y a rien il y a rien de magique. On peut faire le meilleur accompagnement du monde. Il y aura toujours de l'échec. Euh, on est sur des situations où, vous le savez, vous êtes en première ligne, vous savez mieux que moi, très problématiques. Et donc, il y a pas de recette magique. Par contre, c'est tout l'enjeu, ce que vous dites, là, j'aime bien parce que vous dites, ça bouge vite, ça va trop vite, quoi. C'est tout l'enjeu de la stabilisation, c'est en bas de l'entonnoir. C'est-à-dire que ce que j'ai constaté, je vous rappelle que là, en fait, ces préconisations, elles valent pour les usagers qui sont mis en échec par les modalités d'assistance qui existent. C'est-à-dire 15-20% des usagers de l'accueil de jour à Nancy. Pour les autres, ça marche. Bon, on va pas changer les choses pour ceux pour qui ça marche. Par contre, il y a ceux dont vous parlez, là, ou qui sont en grande marginalité, qui sont plus récalcitrants, qui sont de moins bonne volonté. Souvent, en fait, ce que je dis, c'est qu'ils sont soit moins en capacité, soit moins en volonté. Les deux. Mais en tout cas, c'est avec eux qu'on a du mal à faire. Et là, je commence par le bas. L'un des premiers constats que j'ai pu faire, c'est qu'on met souvent la barre trop vite, trop haut. C'est qu'on vise la réinsertion, mais les politiques sociales nous placent. Et puis nos tutelles, hein. Madame de Ladrette, c'est plus là, mais ils en sont responsables à la dette, à la Ladrette. Encore ils ne font qu'administrer la politique gouvernementale, hein. Mais on nous demande des résultats de la réinsertion, évaluation en sortie positive, etc., etc. Sauf qu'on a des publics qui ont besoin d'un temps fou, mais là, c'est quand même pas moi qui l'invente, on le sait depuis très longtemps, ça. L'enjeu peut être non pas de réinsérer, mais de stabiliser. Et ce que j'ai pu constater dans l'accueil de jour, puisque Madame Piron, on en parle là d'accueil de jour, j'ai pu constater ce que j'ai appelé une colonisation des logiques de la réinsertion au niveau même de l'urgence sociale. C'est-à-dire qu'au milieu des années 90, on a inventé les accueils de jour, le SAMU social, et cette logique de l'urgence sociale dite bas seuil d'exigence, haut seuil de tolérance, euh, pour les publics qu'on n'arrivait pas à toucher, pour les publics qui étaient les plus fragilisés, les plus marginalisés, les plus éloignés de ce qu'on proposait à l'époque. Donc on a inventé un truc plus accessible, plus bas, où en gros on dit aux gens venez comme vous êtes, si vous êtes bourré c'est pas grave, si vous voulez pas de rendez-vous c'est pas grave, si vous voulez venir avec un chien on prend aussi les chiens, si vous avez des troubles psy c'est pas grave venez, on va essayer de faire quelque chose avec vous. Je vulgarise hein, Julia là. Mais les accueils de jour émergent comme ça. Et puis avec le temps, on peut constater qu'il y a une colonisation des logiques de la réinsertion, c'est-à-dire que progressivement, on s'est dit à juste titre quand même au départ, dit bah c'est bien une fois qu'on les a sous la main, il faut qu'on arrive à les raccrocher vers l'insertion. C'est-à-dire là, on commence à avoir des injonctions, des rendez-vous, des projets qu'on va construire ensemble, des projets d'orientation vers un foyer plus stable, d'hébergement, vers l'accès à l'emploi, vers réapprendre la capacité à habiter. Je le dis comme ça parce que je suis totalement contre ces logiques-là. Euh, L'enjeu, c'est d'habiter, c'est pas d'habiter bien ou mal. Hein, déjà, c'est d'habiter. Et puis, je pense qu'on apprend en habitant. On n'apprend pas à habiter dans un centre d'hébergement. L'erreur fondamentale qu'on fait, c'est on met les gens dans des conditions de dépendance et dans des conditions qui n'ont rien à voir avec le logement, autrement dit dans des foyers, pour mesurer s'ils sont capables d'habiter de manière autonome dans du logement. C'est complètement con. En fait, on les met pas dans les conditions, euh, hein, je répète, on les met dans les conditions de dépendance pour mesurer leur autonomie, et on les met dans des chambres de foyers collectives avec des règlements et tout, ce qui n'a rien à voir avec le chez-soi individuel, pour voir s'ils sont capables d'habiter en logement. Euh, on fait fausse route. Le logement d'abord a consisté à dire, eh ben, les gens peuvent aller en logement, on va les accompagner, mais ils vont apprendre à habiter en habitant. Et ils vont apprendre à devenir autonomes en étant mis en situation d'être autonomes. Ce qui change tout. Et vous comprendrez que je suis largement en faveur de la philosophie du logement d'abord.
je suis plus critique avec la politique du logement d'abord, mais la philosophie du logement d'abord, et d'ailleurs, enfin, je dis mais encore une fois, c'est la communauté scientifique. Là, je représente aussi mes collègues, ça fait consensus. La philosophie du logement d'abord, au départ, ce sont des dispositifs, des gens qu'on prend de la rue et qu'on met en logement. Pour l'intermédiation locative et des agences immobilières à vocation sociale, je vous dis pas ça dans le vent, hein. J'ai travaillé là-dessus l'année dernière, j'ai enquêté, j'ai interrogé des agences, etc. Ce qu'on en fait politiquement, c'est totalement dévoyé par rapport à la philosophie originelle, hein. Mais il y a quand même des dispositifs qui sont un peu comme des petits bastions gaulois qui essayent de le mettre en place tel que ça a été pensé et évalué scientifiquement et tel que ça a apporté ses fruits. Voilà, pour être à la fois conciliant et critique. Est-ce qu'il y avait peut-être une dernière intervention avant de... Désolée, hein, je suis obligée Non, bien sûr. je sais pas s'il y avait une dernière intervention, sachant qu'il y a aussi votre... à la fin, il y a d'autres éléments, il y a votre Oui, bibliographie que je vais évidemment, donner à tout le n'hésitez monde. pas à aller plus loin. Là, vous avez tout ce qu'il faut. Mm. Enfin, là, ce sont mes écrits. Mais ça renvoie d'ailleurs, ces écrits renvoient à tout un tas d'autres auteurs ou des autrices sur lesquels je me suis appuyé pour mener ces travaux et pour écrire ces articles ou ces ouvrages. Donc, voilà.